Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans le débrief. Comme chaque semaine, on revient sur les déclarations marquantes donc de ces 5 derniers jours. Alors au Maroc, on a des milliards qui tombent, mais des agriculteurs qui ne bougent pas ou un plan agricole présenté comme structurant est déjà accusé de ne pas garantir l'essentiel, manger. Un ministre qui rassure sur les pharmacies pendant qu'à Sfro, une femme accouche dehors, mais nous ne discuterons pas du fond, nous allons aussi discuter de la forme. On parle aussi de bancabilité des créateurs artistiques marocains. Encore faut-il définir un modèle économique pour ceux-ci, pour ces fameux industriels de la culture. Et comme ici chez nous, en France, on se prépare pour les élections, cette fois présidentielle de 2027, en parlant de terrorisme et d'islamisme. Voilà, on débriefe avec mes chers invités, avec moi en plateau, Alik Thani, fondateur d'Athena Africa Partners. Bonsoir Alik Thani. Bonsoir, ravi d'être parmi vous pour ce débrief. Très content aussi de vous accueillir. Comment a été cette semaine pour vous ? Une semaine très riche, vous avez souligné les quelques sujets qui ont émaillé la semaine. Il y a eu bien sûr tous les autres sujets, les suites du grand sommet de GITEX qui a eu lieu la semaine d'avant. Donc nous, on a vu des suites à ça avec beaucoup d'effervescence au niveau des startups et de la tech marocaine. Mais bien sûr, tout ça est baigné dans un climat géopolitique un peu difficile qu'on va ignorer aujourd'hui à dessein, mais voilà, qui impacte quand même une incertitude des différents acteurs économiques. Mais on est là, on se bat, on continue d'avancer. C'est une période particulière parce qu'on est entre le début du printemps et l'été, donc c'est une période où, en tout cas dans le secteur privé où j'opère, c'est très actif en ce moment. Donc très chargée semaine, voilà. Alors, vous parlez d'incertitude, le chef du gouvernement ne partage pas votre avis, il est très sûr sur la fin de la guerre au Moyen-Orient. On va en parler encore une fois. Mais... Nous le souhaitons, oui, effectivement. Encore une fois, bienvenue à vous sur ce plateau, merci cher Alik Thani. Avec moi aussi, mon cher confrère, directeur de publication du site yabiladi.com, Mohamed Zouar. Bonjour Khadija. Comment ça va ? Très bien, merci pour l'invitation. Combien de coups de gueule cette semaine ? Beaucoup, ouais, beaucoup. Semaine agitée, semaine sportive. Je suis content de finir la semaine avec vous sur ce plateau. Marhaba, c'est un plaisir de vous accueillir, toujours Assi Mohamed. Et aussi, comme chaque semaine, nous avons avec nous Hicham Ben Saïd Alaoui, consultant et fondateur d'HBA Consulting. Bonsoir Hicham. Bonsoir Khadija, bonsoir à toutes, à tous. Footballistiquement, la semaine est meilleure que la semaine dernière ? Elle est un peu plus neutre. Il y avait un petit peu moins d'événements, mais bon, on a une équipe que je salue, qui est l'AS FAR, qui s'est qualifiée pour la première fois depuis 38 ans en finale de compétition continentale. Une autre équipe, l'Olympique Club de Safi, qui n'est pas passé loin, au but à l'extérieur. C'est un autre débat pour SFI. Ah, oui, c'est pour ça que je parlais de footballistiquement. Oui. Vous en pensez quoi d'ailleurs de ce match ? On ne va pas y revenir dans le débrief, mais il faut quand même qu'on en parle. Ubuesque, un peu bizarre, et j'allais dire, subhanallah, dès qu'il y a certaines contreparties, il y a toujours des surprises. Pas forcément favorables, ça commence un peu à bien faire. Ça commence un peu à bien faire. Alors, l'actualité, vous l'avez dit, cher Alik Thani, elle était très riche cette semaine. L'actualité et les yeux aussi du monde agricole, du moins, étaient rivés sur Meknes, qui accueillait le Siam, la grand-messe de l'agriculture dans notre pays, avec comme invité d'honneur cette année le Portugal. Nous n'allons pas parler du Siam, mais nous allons parler d'agriculture, parce que ça a fait naturellement partie des sujets évoqués par le chef du gouvernement dans son grand oral devant les parlementaires cette semaine pour dresser le bilan de son gouvernement. Beaucoup de points positifs, selon Aziz Akhannouch, notamment sur le cheptel. Et c'est sur cette partie qu'on va s'arrêter en particulier. Aziz Akhannouch, donc, qui rappelle les milliards qui ont été déployés pour donner un coup de main aux éleveurs. On le rappelle, l'année dernière, Sa Majesté le roi Mohamed VI avait ordonné de suspendre les Eid al-Adha parce qu'il n'y avait pas assez de têtes pour répondre aux besoins, et ce, dans le sillage de la sécheresse et dans le sillage aussi de la politique, il faut le dire, de l'élevage dans notre pays. Aziz Akhannouch, je le cite, ces milliards ont été effectivement déployés, ont été perçus par les bénéficiaires. Ceux qui continuent de retenir leurs troupeaux se trompent. Dixit Aziz Akhannouch, chef du gouvernement. Mohamed Zouar, comment avez-vous analysé cet extrait de l'intervention du chef du gouvernement devant les parlementaires cette semaine ? C'est surpris par la déclaration du chef de gouvernement.
D'ailleurs, il n'y a pas eu que celle-ci, il y avait aussi sur les prix des carburants cette inflation n'est que temporaire et qu'elle allait vite être bouclée. Ce ton rassurant, alors c'est bien. Dans 3 mois. Voilà, en 3 mois. D'ici les élections, tout sera réglé et l'inflation redescendra au niveau où elle était, en passant très vite en fait sur les 4 années d'inflation. Alors c'est vrai que depuis 1 an, on a eu un retour à des taux d'inflation qu'on connaissait auparavant, avant Covid. Mais ces 4 dernières années, quand même, le citoyen marocain, le consommateur marocain a vu, au niveau de son budget, a vu l'impact de la cherté des prix, que ce soit dans les produits agricoles, que ce soit dans la viande, justement, et c'est sur ça qu'il intervenait, au niveau, bien sûr, de la pompe à essence, où on a eu un réamorçage suite à la guerre en Iran et le blocage du détroit d'Ormuz. Et alors, c'est bien qu'un chef de gouvernement soit rassurant. Après, il faut aussi quand même qu'il soit ancré dans une réalité. Dire que l'inflation, il y a eu un petit mouvement de hausse et que ça redescend, en gros, que c'est très conjoncturel, très limité sur du court terme, alors que non, les citoyens se plaignent. On en avait parlé sur ce plateau d'ailleurs, et on avait dit que la cherté des prix, en plus, bien sûr, d'autres problèmes sociaux comme la santé, l'éducation, on avait parlé de la Gen Z, seront probablement des éléments centraux dans la campagne électorale. Et donc, qu'il balaye ça d'un revers de la main, c'est quand même assez inquiétant de la part d'un chef de gouvernement. On a l'impression qu'il est déconnecté de la réalité des citoyens marocains. Et puis, d'ailleurs, preuve qu'il est déconnecté, c'est qu'il y avait une phrase, je crois, un peu après, où il dit que il appelle les éleveurs à très vite vendre pour baisser ses prix ou profiter en tout cas de ces prix actuels de la viande, de mouton notamment, parce qu'après, s'ils attendent un peu trop jusqu'à la fête de l'Eid al-Adha, eh bien les prix vont baisser et c'est ce qu'attendent les consommateurs. Enfin, on attend que les prix baissent déjà maintenant. Les citoyens. Voilà. Mais c'est quand même un petit peu bizarre qu'ils prennent fait et cause pour les éleveurs, qu'il a déjà subventionné à coups de milliards. Je ne dis pas qu'il ne fallait pas le faire à un moment de tension, mais on attendrait aussi de sa part, 13 milliards, 13 milliards, on pourrait attendre de sa part qu'il soit aussi à l'écoute des citoyens qui sont plus majoritaires pour les élections. Et donc on a l'impression qu'il travaille beaucoup pour le business et très peu pour les citoyens et notamment les consommateurs qui sont plusieurs millions quand même. Alors, Aziz Akhnouch, qui, rappelons-le, est le père du plan Maroc Vert, que nous connaissons bien sûr tous. Plan Maroc Vert qui a aussi donné naissance au plan Génération Green, qui est présenté comme un véritable pilier de la stratégie agricole post-plan Maroc Vert. Mais son impact, notamment sur la sécurité alimentaire, est de plus en plus questionné. On l'a vu d'ailleurs après la guerre en Ukraine, pendant la guerre en Ukraine, au démarrage de la guerre en Ukraine, le Maroc commençait à craindre pour ses stocks, notamment de céréales importées par le Maroc depuis l'Ukraine. Et là, on a l'opposition qui joue un peu son rôle aussi au Parlement, avec le président du groupe parlementaire du parti du mouvement populaire, Driss Sintissi, qui s'insurge et assure que le plan Génération Green n'a pas assuré la sécurité alimentaire du Royaume du Maroc. Hicham Ben Saïd Alaoui, un commentaire. Je pense qu'il y a plusieurs sujets ici lorsqu'il s'agit de cette thématique. D'abord, je rappellerai le discours royal du 12 octobre 2018 qui avait jeté les jalons et les bases du plan Génération Green. Et parmi les orientations que j'avais retenues à l'époque, orientations particulièrement pertinentes bien entendu, il y avait une sorte de gentrification rurale, c'est-à-dire une volonté de capter une nouvelle classe moyenne sociale au niveau des campagnes, par opposition aux villes, assurer un revenu minimal et un revenu médian au niveau des campagnes qui soit supérieur aux standards de l'époque et donc assurer une sorte de rééquilibrage entre les campagnes et les villes. Si on prend juste une première conséquence sur cette orientation initiale, force est de constater que chaque année, les emplois agricoles sont détruits à coût de dizaines de milliards d'unités. Chaque année, nous perdons en création nette, depuis au moins 5 ou 6 années, des dizaines de millions d'emplois.
des dizaines de milliers d'emplois. J'irais même plus, des centaines de milliers, si on revient aux chiffres du HCP, que vous connaissez bien, vous les avez bien étudiés, d'ailleurs on en a parlé la semaine dernière, et d'ailleurs vous n'avez pas tari d'éloges sur la politique du gouvernement dans la création d'emplois, mais pas dans le rural. Ben alors aujourd'hui on parle du rural. Tout à fait. Il n'y a pas des dizaines de milliers d'emplois, il y a des centaines de milliers d'emplois qui ont été détruits à cause de la sécheresse, entre autres. J'avais été élogieux sur la création d'emplois non agricoles, ce qui est un fait au regard de toute la conjoncture qu'il y a à l'international. Force est de constater qu'en création nette d'emplois non agricoles... À discuter bien aussi. entendu, tout est sujet à débat. Mais là, toujours est-il que si l'orientation initiale était de rendre les campagnes plus attractives, force est de constater que par le jeu des dizaines de milliers, bien entendu, hors lapsus, dizaines de milliers d'emplois que nous avons perdus, je pense qu'il y a des choses à améliorer. En revanche, là où je suis un petit peu moins d'accord... Mais il y a des dizaines de milliards de dirhams qui ont été investis dans le plan Maroc Vert et dans le plan Génération Tout à fait, Green. tout à fait. C'est pour Donc ça que se pose l'interrogation rejoint. et c'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas aller vite sur ces sujets. Je rappelle qu'une mission de conseil vient d'être attribuée pour un triptyque, 3 grands cabinets internationaux pour une douzaine de millions de dirhams, une mission qui devrait durer entre 9 et 12 mois pour justement faire le bilan du plan Génération Green. Donc là, de but en blanc, alors qu'il y a des mastodontes mondiaux qui vont faire le bilan, même si nous avons, en tant que Marocains, quelques idées. Je parlais de destruction nette d'emplois, je parlais d'une certaine idée de l'exode rural. Il y a des pistes quand même qui permettent d'aller vers une certaine conclusion. Mais toujours est-il que... Mais on a besoin de ces cabinets. Parce que vous dites à demi-mot que bon, on aurait pu faire le boulot nous-mêmes. Et même, il y a des commissions parlementaires dont la mission principale est justement d'auditer ce genre de plan sectoriel payé par l'argent du contribuable. Est-ce qu'on doit encore prendre de l'argent du contribuable pour payer des cabinets de conseil pour nous donner un diagnostic que l'on connaît déjà? Vous prêchez un convaincu. Moi, je suis persuadé que le levier des commissions parlementaires, qui fonctionne très très bien en France, j'ai déjà parlé à de précédentes occurrences de la commission parlementaire sur l'audiovisuel public, d'autres justement sur le recours au cabinet de conseil, sous l'ère Macron. Et je pense que ce mécanisme, avec des commissions mixtes représentant toutes les sensibilités politiques, avec un rapporteur, avec un président de séance qui va approfondir, je pense que c'est un levier qui est encore insuffisamment utilisé. Et je pense que ce serait beaucoup plus pertinent lorsque le feedback viendrait des élus de la nation qui représentent les campagnes et les villes, beaucoup plus que peut-être un cabinet aussi compétent et brillant soit-il, ça c'est pas le débat, mais peut-être qui apporterait une approche un peu plus orthonormée alors qu'on a besoin de proximité sur le terrain. Et donc pour répondre très basiquement à la question, force est de constater que des faits sont têtus. Nous détruisons des emplois agricoles chaque année, des dizaines de milliers d'emplois. Nous avons une certaine idée de l'exode rural qui est factuelle. Nous avons une contribution du PIB agricole au PIB global qui est très tributaire de la pluviométrie. Ça, c'est des faits. En revanche, il est encore trop tôt, surtout qu'on vient d'attribuer une mission de conseil, un triptyque à 3 grands cabinets, pour dire de manière aussi assertive que ce n'a pas assuré la sécurité. J'attends de voir, et là pour le coup je rejoins parfaitement, je serais ravi si à l'avenir on pouvait activer ce levier des commissions parlementaires, 5, 6, 7, 8 par an, je pense que ce n'est pas du luxe, et qu'on parle de sujets de société. Sécurité alimentaire, hydrocarbures, éducation, heures légales par exemple. C'est le rôle d'une commission parlementaire. Je serais ravi d'assister à ça et je suis sûr que sur YouTube par exemple, ça aurait des centaines de milliers de vues parce que ça intéresse le citoyen. Ça intéresse le citoyen en effet, mais il faut aussi rappeler que nous n'avons pas accès aux travaux des commissions parce qu'ils sont à huis clos et qu'ils ne sont plus retransmis à la télévision comme les sessions plénières au Parlement. Alors, un commentaire à Alix. Oui, une petite réaction rapide. En effet, tout d'abord, je trouve que la déclaration est un raccourci un peu fort parce qu'il faut bien définir la sécurité alimentaire. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans des économies autarciques où on va imaginer une sécurité alimentaire au sens autarcie alimentaire ou indépendance alimentaire. On est un pays agricole exportateur, il ne faut pas l'oublier. Donc c'est une question d'allocation de ressources dans des objectifs et des priorités de biens, d'aliments de première nécessité, de priorité, tout en favorisant notre ressource agricole vis-à-vis de l'export, parce qu'elle a une source de devises importante et elle emploie, on parlait d'emploi justement, elle emploie énormément de monde dans le secteur agricole. Donc je trouve que c'est un petit peu rapide et qu'en effet, au-delà des conclusions que peut donner un rapport ou une nouvelle étude de marché, on a quand même beaucoup de compétences sur le terrain. Et ce qui est important, c'est de remonter de l'information de la part d'agriculteurs. Moi, je parlais des agriculteurs qui, pour l'écrasante majorité, sont extrêmement déçus du plan Maroc Vert. Ça, faut quand même le dire. Donc aujourd'hui, je pense que le débat, c'est réellement les attributions de priorité et de ressources.
plutôt que de parler de sécurité alimentaire. Aucun pays n'a aujourd'hui une sécurité alimentaire autonome. Les pays font des arbitrages par rapport à leur géographie et leur capacité à produire. Et on est dans une économie ouverte, heureusement. Donc c'est un faux débat, mais effectivement, ce sont des déclarations un petit peu hâtives. Et dans le contexte préélectoral qu'on a, on va en voir beaucoup des comme ça. Exact. D'autant plus que le mercato a déjà commencé. Et il y a certaines rumeurs sur ce même parlementaire, sur ce président du groupe parlementaire du MP, qui, normalement, selon les rumeurs, devrait changer de bord. Je m'arrête là. Commentaire, si Je voulais réagir justement, Alex parlait d'arbitrage. En fait, ce qui est reproché, ce n'est pas un débat nouveau. Hein, effectivement, Oui. peut-être que là, c'est conjoncturel avec le SIAM plus l'approche des élections. Mais ce n'est pas un débat nouveau. C'est-à-dire, ces arbitrages-là, le plan Maroc Vert et Génération Green, c'est est-ce que la sécurité alimentaire est garantie et comment on alloue les ressources, parce qu'il ne faut pas oublier la place du consommateur. C'est-à-dire que quand le consommateur se retrouve avec 1 kilo de tomates à 15 dirhams... Et le kilo de viande à 150 dirhams. Alors, la viande, bien sûr, mais on va juste parler de la partie agricole et pas les éleveurs. Les éleveurs, on a toujours eu plutôt des difficultés à être autonomes et on avait toujours besoin quand même d'importer pour le bonne président de la partie. Comader, d'ailleurs, déclaration faite sur notre antenne, pour le président de la Comader, là, ça tire à boulet rouge sur le ministère clairement du Commerce, parce qu'il pointe du doigt les dysfonctionnements et notamment les spéculations à cause des intermédiaires. des intermédiaires. Bien sûr. Mais là, on voit qu'aussi, il y a une certaine campagne, même si Bien elle sûr, est un oui. peu diluée dans... Mais sur les produits agricoles, assez oui. communs pour les familles marocaines, la tomate, l'oignon, la pomme de terre, etc. C'est-à-dire qu'il y a eu une transformation du secteur agricole qui est bien. Il faut effectivement une politique de l'offre vers l'export pour pouvoir créer des emplois, pour pouvoir créer de la richesse. C'est très bien. Mais quand cette politique, plan Maroc Vert, Génération Green, on se retrouve avec ces politiques-là, et ces financements publics, vous en parlez tout à l'heure, on se retrouve avec soit des pénuries ou en tout cas une sorte d'arbitrage qui sont effectués par les agriculteurs. Je préfère exporter plutôt que de vendre sur le marché local. Et on se retrouve avec des tomates qui font x3 en termes de prix ou des oignons. Là, forcément, les familles... Non, les producteurs vous disent que la tomate, le kilo sort à 3 dirhams de la plantation, de l'exploitation, pardon. Justement. C'est là où, comment elle arrive à 15 dirhams? Mais donc là maintenant, c'est-à-dire qu'en fait chacun s'envoie la patate chaude. La patate chaude parce que le ministère de l'Agriculture et notamment les professionnels, je ne dis pas le ministère, pardon, les professionnels vous disent nous on vend la tomate à 3 dirhams le kilo. Mais vous savez, le problème des intermédiaires. Donc c'est le problème entre le marché du gros département du commerce. Et est-ce que c'est le problème du ministère de détail. l'Intérieur? C'est le problème de qui? Mais ce problème-là, on en parle depuis 20 ans. Il n'y a pas une saison, dès qu'il y a en tout cas une flambée des prix agricoles, on dit la faute aux intermédiaires. 1, le problème n'a pas été résolu. 2, il a été même aggravé justement avec cette allocation des ressources qui s'est, avec ce nouvel aiguillage vers l'export. Et donc les familles marocaines, et le disent très clairement, c'est aussi vrai pour la sardine, c'est aussi vrai pour la viande, vous en avez parlé, même si on n'exporte pas là, pour le coup, mais sur les produits agricoles communs, les gens disent... Mais on était au moins autosuffisant. Voilà, maintenant, attendez, on doit importer, sur la tomate, sur l'oignon... On doit importer de la viande, on doit importer du lait, alors qu'on était autosuffisant. Alors, on ne le dit pas assez, mais même pire pour que ça, le lait. Sur la tomate et l'oignon, on a toujours été excédentaire. Et donc, quand on se retrouve à un produit qui était bon marché au Maroc, qui passe de 4 à 5 dirhams à 15 dirhams, effectivement, les Marocains ne comprennent pas. Comment nous, pays producteurs, pays de la tomate, pays des oranges, etc., on se retrouve à payer plus cher avec des tarifs parfois aussi élevés ou qui se rapprochent des pays occidentaux. Donc, et en plus de ça, certains choix de culture, notamment la pastèque, a créé un épuisement des nappes phréatiques. Là aussi, c'est un problème environnemental, écologique et de gestion des ressources. Le débat sur l'agriculture, oui, il ne date pas d'hier. Il y a un débat nouveau aujourd'hui, c'est le débat sur l'ouverture du capital des pharmacies. Alors, ça vient d'où? Quick rappel du contexte, c'est le Conseil de la concurrence qui a émis donc un avis sur l'ouverture du capital des pharmacies au privé, que ce soit des pharmaciens et des non-pharmaciens. Bien sûr, ça a créé une grosse réaction du côté des professionnels des officines qui ont enchaîné grève, sit-in devant le Parlement. Ils refusent cette réforme. Et là, on a cette sortie du ministre de la Santé cette semaine qui rassure, en tout cas les pharmaciens,
Non, l'ouverture du capital des pharmacies ne figure pas parmi les orientations actuelles du gouvernement, assure Amin Taraoui, ministre de la Santé et de la Protection sociale. Toute évolution se ferait dans le cadre d'une approche participative fondée sur la concertation. Il répond clairement aux doléances des 4000 professionnels des officines dans notre pays qui se sont insurgés après cette sortie du Conseil de la concurrence. Ali Khtani, un commentaire d'abord sur l'ouverture du capital des pharmacies. Oui, alors, il faut mettre ça dans le contexte de la santé, du secteur de la santé en général. Il faut dire que le précédent que représentent les cliniques qui ont été ouvertes depuis quelques années au capital privé crée forcément une tentation à dire finalement toute la santé devrait obéir aux lois de la structuration, peut-être de consolidation, etc. Il faut quand même dire que ce n'est pas la même chose. Sur le côté des cliniques et des hôpitaux privés, il y a une question d'accès aux citoyens à des soins de santé dans un maillage beaucoup plus développé qu'il n'existait avant et beaucoup plus développé que le secteur public ne pouvait l'offrir dans des villes de taille moyenne. Aujourd'hui, on a quand même 4 ou 5 groupes extrêmement structurés qui font un très bon travail, qui ont été encadrés au niveau des prix de l'accès à la santé sur les prix de référence CNSS, etc., et qui ont joué le jeu. Et aujourd'hui, vous pouvez regarder, il y a des groupes qui sont en fort développement, qui ont des ambitions extrêmement importantes, encore déclarées cette semaine par l'un d'entre eux, pour ouvrir des unités. Ils ne sont pas concentrés sur les grandes villes, Casa, Rabat, Tanger, Marrakech, Agadir, etc. Donc ça, c'est un vrai apport et je pense que l'équilibre va être trouvé. Alors, ce n'est pas évident parce que bien sûr, il y a toujours des écarts de qualité de soins, etc. Mais il en va tout à fait différemment sur la pharmacie. La pharmacie, d'abord, on a beaucoup plus d'acteurs. On a parlé de plusieurs milliers, voire plus que même que 4000 officines. Il y a une concentration dans des villes, parce que chaque indépendant, évidemment, va avoir tendance à soit revenir dans sa ville, je parle de pharmacien, dans sa ville d'origine, ou dans des villes qui sont censées offrir un meilleur pouvoir d'achat. Donc il n'y a pas de maillage de pharmacie indépendante suffisant. Alors qu'avant, la santé publique avait déjà un maillage intéressant, et comme je le disais, les acteurs de la santé au niveau des cliniques, hôpitaux privés, ont pris le relais pour du maillage dans lequel ils sont engagés et encadrés pour ce faire. C'est beaucoup plus difficile de manipuler une population fragmentée puisque ce sont des pharmaciens aujourd'hui individuels. Donc on comprend très bien la tentation de dire, si on structure, si on fait appel à des capitaux privés, on va avoir une stratégie nationale d'un maillage global, etc. Maintenant, il faut mettre ça dans un contexte où vous avez d'un côté les pharmaciens indépendants qui, bien sûr, eux, chacun a son officine et il va voir d'un mauvais œil un groupe, on va dire, avec des capitaux privés, venir faire un réseau, une chaîne de pharmacie, peut-être dans le même quartier ou la même ville, etc. Donc ça c'est compréhensible. Et souvent, les indépendants, que ce soit dans la distribution agricole ou la distribution de façon générale, voient toujours d'un mauvais œil l'arrivée de grosses chaînes de distribution. Ce qu'ils appellent Molchkara, d'ailleurs. Et vous avez eu raison de me reprendre, ce n'était pas 4000, je voulais dire 14 000. C'est 14 000, voilà. 14 000, voilà, pharmacie d'officine. Très bien. J'en ai envie de dire. Mais donc vous avez aujourd'hui la tentation des capitaux nationaux et internationaux pour dire le secteur de la santé au Maroc se modernise, parce qu'on a modernisé le secteur des soins. Donc pourquoi pas moderniser le secteur des pharmacies, comme ça a été fait ailleurs. Vous avez aujourd'hui des chaînes dans certains pays développés de centaines, voire de plusieurs milliers de points de vente, selon la taille du pays, évidemment. Et puis le troisième acteur, pour moi, c'est le plus important. C'est le patient citoyen, parce que finalement, dans la chaîne de distribution des médicaments, vous avez les laboratoires, les intermédiaires et les pharmacies. C'est une chaîne de distribution. Le vrai problème, c'est le prix du médicament qui reste extrêmement élevé au Maroc. Donc il ne s'agit pas seulement de parler de comment rendre plus organisé, plus capitalistique le dernier maillon, c'est-à-dire les pharmaciens. Pourquoi on ne touche pas aux distributeurs? Pourquoi on ne touche pas au prix? Au laboratoire, au prix. Le gouvernement a essayé de toucher au prix, mais effectivement, il y a certains là médicaments qui restent pour moi, c'est très important, au-delà de parler des pharmaciens, parce que là, c'est vrai qu'il y a un sujet, il y a eu des réactions publiques de la part de l'ordre des pharmaciens, etc., donc auxquelles le ministre répond en temporisant, ce que je trouve bien, parce que c'est un sujet tellement important que, de toute façon, c'est pas binaire, on ne va pas dire demain, on va privatiser les pharmacies ou faire rentrer des chaînes. Donc, évidemment, temporiser, et il a parlé de concertation, donc ça, c'est très bien, mais n'oublions pas qu'on est dans le secteur de la santé et que ce qui est central, surtout dans un pays comme le nôtre, c'est deux choses. C'est le prix du médicament
et l'accès, c'est-à-dire un maillage réellement national. Or, l'un des aspects de ce sujet, c'est si on ouvre des chaînes privées de pharmacie, là encore, la tentation, je reviens sur le point du capitalisme de notre ami Hicham, la tentation de ces groupes éventuels, capitaux nationaux ou étrangers, ou des chaînes existantes aux États-Unis ou en Espagne ou ailleurs qui viendraient s'intéresser, ils vont être tentés d'être dans les grandes villes parce que c'est là que le pouvoir d'achat ou la demande se trouve. Donc, on peut imaginer d'imposer un maillage beaucoup plus large pour aussi résoudre la question de l'accès aux médicaments. Mais encore une fois, pour moi, c'est le maillage et l'accès, mais le sujet principal qui englobe toute la filière du médicament, c'est au final quel est le prix d'accès aux médicaments qui reste extrêmement élevé comparativement à des prix comparables. On ne parle pas de prix... oui, mais ça touche aussi à la soutenabilité des caisses de sécurité sociale. Bien, évidemment, bien sûr. D'autant plus avec la généralisation de la protection sociale. S'il n'y a pas d'autres commentaires, on peut... oui, bien sûr, ça a été le contraire, vous étonné. Allez-y. Non, je vais juste aller dans le sens de Ali sur la fameuse loi 131-13, parce que qui est relative à l'ouverture du capital des cliniques, notamment, à de l'actionnariat privé. Tout simplement parce qu'une clinique, c'est quoi? C'est du foncier, plutôt bien situé, il faut de l'espace, il faut des ascenseurs, il faut un endroit pour garer des ambulances, il faut un personnel, ça coûte de l'argent. Une officine, on y va tous assez régulièrement, ça peut être quelques dizaines de mètres carrés, dans un quartier totalement intégré dans son écosystème. Donc ce n'est pas tout à fait le même besoin. Mais en revanche, j'aimerais appeler juste à votre bon sens en posant quelques chiffres. Le chiffre que tu avais évoqué, Khadija, de 4 000, c'est davantage... 14 000. Non, 4 000 existe, c'est les officines qui seraient en difficulté. En difficulté, oui. Sur un total de 14 000, alors 14 000 rapportés à la population marocaine, ça voudrait dire qu'il y a une officine pour 2 500 Marocains. Oui. Les normes de l'OMS, c'est une officine pour 5 000 personnes. Donc déjà, vous avez, désolé d'être un peu rentre-dedans, trop de pharmacies par rapport aux recommandations de l'OMS, d'un côté. Si je vous dis que les dépenses de santé d'un Marocain sont de 642 dirhams par an, c'est-à-dire à peu près 50 dirhams par mois. Et si je vous dis qu'en Europe, on est beaucoup plus proche de 8 à 9 fois ça, 5 000 dirhams par an. Donc, très factuellement, vous avez des officines qui sont 2 fois plus nombreuses que les recommandations de l'OMS, qui sont face à un marché où on consomme 8 fois moins qu'en Europe. Donc, c'est tout à fait normal que les officines soient en difficulté financière. C'est normal. Le contraire aurait été une vue de l'esprit. Et je pense qu'il faut apporter une solution volontariste. Je pense que le statu quo n'arrange personne parce qu'on va se retrouver vers des officines qui ont des difficultés au quotidien. Il faut réfléchir, peut-être pas le même business model que la loi 131-13 parce que ce n'est pas les mêmes obligations. Je ne suis pas obligé d'investir autant que pour une clinique, mais factuellement, il faut trouver des solutions pour les pharmaciens qui sont des gens qui font beaucoup d'études et qui se retrouvent à un certain déclassement, parce qu'il y a encore 15 ou 20 ans, le pharmacien était le notable du quartier. C'est un peu moins le cas malheureusement aujourd'hui. Et je pense qu'il faut une réflexion beaucoup plus globale sur la position de l'apothicaire ou du pharmacien dans la société. La filière. Alors, je voudrais juste rajouter un point qui est culturel et très important, c'est que le rôle du pharmacien, alors encore plus en milieu rural, il a un rôle de prescription, de conseil, qui dépasse de loin simplement la vente ou l'application d'ordonnances ou la vente de médicaments. Donc ça, si on s'oriente vers une organisation différente de ce secteur-là, il ne faudra pas perdre cet aspect-là et que ce ne soit pas une logique purement mercantile ou de distribution, comme je disais en comparant à d'autres... De conseils, de garder ça, c'est très important parce que notre population, en particulier en dehors des villes, a besoin de ce conseil. On peut lier ça bien sûr au maillage de l'accès à des médecins et la disponibilité des médecins. Donc le pharmacien joue un rôle dans la santé au Maroc extrêmement important. Donc il doit être valorisé, quelle que soit l'évolution du secteur. Et payé. Et payé bien sûr, parce que le déclassement que cite Hicham est tout à fait réel. La solution, elle est dans la valorisation du pharmacien. Et voilà, alors s'il peut bénéficier d'un investissement, encore une fois organisé pour répondre aux autres objectifs dont on a parlé, ce serait mieux pour tout le monde. Oui. Là, ça interpelle aussi, parce que du coup, on fait quoi de l'avis du Conseil de la concurrence? Je laisse la question là, on n'est pas obligé d'y répondre tout de suite. Oui, tout à fait. Bon, alors, parce que ça reste quand même un secteur mercantile, la forte indignation qui nous vient d'une ancienne ministre de la Santé, c'est au sujet de cet énième cas d'une femme enceinte qui n'a pas pu donner la vie dans des conditions dignes dans un hôpital, mais à côté. Ce n'est pas la première fois, ce n'est pas nouveau, malheureusement. Femme donc contrainte d'accoucher à l'extérieur d'un établissement de santé à Sfro.
qui rappelle un peu les dysfonctionnements. On l'a vu, l'hôpital Hassan II d'Agadir, avec ses 8 femmes décédées en donnant la vie. Alors, l'ancienne ministre, c'est nul autre que Yasmina Baddou, qui, dans un tweet, enfin, je veux dire, dans une publication Facebook, s'indigne vraiment avec des mots très forts. Une femme n'a pas simplement accouché dehors, elle a été tenue à distance d'un lieu qui, par essence, n'a pas le droit de fermer ses portes à la vie. Bon, le post, je ne vais pas tout lire, il est très très long. Mohamed Zouar, commentaire. Je voudrais m'indigner par rapport à la forme de son indignation, notamment. C'est bien qu'une femme politique, ancienne ministre de la Santé, s'indigne de la situation sanitaire pour un cas précis, à Sfro, l'hôpital public de Sfro. C'est très bien. On a besoin effectivement que les femmes et les hommes politiques réagissent justement à l'actualité. D'ailleurs, on aurait aimé entendre plus de politique concernant ce qui s'est passé à l'hôpital Hassan II d'Agadir à l'époque. Voilà, on a besoin... À l'époque, hein, c'était... À l'époque, oui, il y a quelques mois, je veux dire, dans le passé. Mois, voilà. À l'époque. Ouais, c'était fin 2025. Oui. Donc c'est très bien qu'elle réagisse. Par contre, sur la forme, moi j'ai un grand problème. J'enseigne l'intelligence artificielle à des étudiants en journalisme. Et je leur dis une chose, c'est attention, ça se voit quand vous utilisez l'intelligence artificielle. Alors qu'une femme politique qui est censée exprimer déjà dans un moment d'émotion fort, s'exprimer sur quelque chose de douloureux, donc elle devrait parler avec les tripes, utiliser ChatGPT, pour ne pas le nommer, pour exprimer une indignation, moi ça me pose un problème en tant que citoyen. Ça me pose un problème, c'est que, c'est fake. C'est l'impression qu'on a, c'est que tout ça est fake. J'utilise quelque chose qui est automatisé pour exprimer quelque chose qui devrait être en fait mon opinion personnelle, mon indignation, un cri du cœur. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'elle a utilisé l'intelligence artificielle pour rédiger son post? Parce qu'en fait, il y a... Parce que moi aussi, mon devoir aussi de journaliste comme vous, Bien sûr. me pose à vous interpeller sur pourquoi vous dites qu'elle a utilisé... Parce qu'il y a des styles de phrases, en fait, vous savez, dans l'expression, on a tous des façons de s'exprimer ou d'écrire, ce qui est normal. On va plus utiliser certains mots, ou certaines formules, ou certaines formes de phrases. Il y a des patterns, des sortes de modèles, en fait, stylistiques, qui sont très propres à ChatGPT, et en fait, il en use et en abuse. Alors, on peut très bien le faire une fois, 2 fois, ça peut arriver, faire des métaphores, etc. Mais quand c'est répété, en fait, on sait que c'est ChatGPT. Et certains femmes politiques, hommes politiques en Europe, même des journalistes, ont été pris la main dans le pot de miel. Et là, en fait, Yasmina Baddou a utilisé certaines formes, comme, vous savez, souvent, c'est très propre à ChatGPT, c'est commencer par la négative pour ensuite arriver avec l'affirmative. Une sorte de phrases, de format de phrase miroir, ou bien d'autres éléments. Et c'est un très long texte. Et si vous le lisez, en fait, pour ceux qui connaissent un petit peu ou qui ont utilisé ChatGPT, en fait, ça saute aux yeux. Et là, on se dit, mais si les femmes politiques et les hommes politiques ont besoin de ChatGPT pour déjà faire part de leur indignation. Elle est avocate aussi, hein. Elle est avocate. Donc, normalement, elle est censée maîtriser le verbe. C'est ça qui est quand même inquiétant. Et donc, si une femme politique, avocate de formation, utilise un outil automatique pour exprimer quelque chose qui doit venir des tripes, sur quelque chose qui nous a marqué. Vous savez, la vidéo, on l'a partagée sur Yebiledi, sur les réseaux sociaux, mais tout le monde s'est indigné, mais avec leurs propres mots. Il ne suffit pas de grand-chose, ça peut être en 2 phrases. Oui. On n'a pas besoin de faire un long texte qui ne vous appartient pas. Donc sur la forme, vous avez répondu aussi avec un long texte. Hein, oui, mais qui m'appartient pour le coup, parce que j'étais indigné. Sur le coup, on attend d'une femme politique ou d'homme politique qu'il s'exprime avec le cœur. On a besoin d'entendre des gens qui portent justement l'indignation de nos concitoyens avec courage, mais aussi avec ferveur et avec les mots qui sont les siens. On n'a pas besoin d'entendre quelqu'un d'autre, et encore moins une machine, parler à la place de Yasmina Baddou, parler à la place d'autres ministres ou d'autres responsables, comme là je parle, c'est pas ChatGPT qui parle. Là vous parlez des tripes, hein. Voilà, c'est pas ChatGPT qui... ça vient des tripes. Et donc sinon on est tous remplacés... Demain, on sera remplacé par les robots, mais finalement, on n'a plus besoin de femmes et d'hommes politiques, puisqu'en fait, on a juste ChatGPT qui pourrait écrire au kilomètre des phrases et analyser la situation politique, etc. Tout à l'heure, j'ai critiqué la déclaration du chef du gouvernement, mais au moins, ça venait de lui.
Mais au moins, ça venait de lui. Donc, on peut critiquer, c'est très bien, ça fait partie du débat. Mais quand ce ne sont plus nos mots, Oui. comment débattre avec Yasmina Badou alors qu'elle-même n'a pas réellement été l'autrice de ces mots et de cette indignation? ONIM en société anonyme. C'est notre chapitre sur cette déclaration aussi de la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, donc qui défend les dispositions proposées pour la transformation en société anonyme de l'Office national des hydrocarbures et des mines, l'ONIM. Leïla Benali, la transformation en société anonyme vise à améliorer les mécanismes de gouvernance et à élever le rendement de l'ONIM, redéployer l'ONIM dans l'économie nationale en améliorant ses mécanismes de gouvernance, en élevant donc son rendement et en affinant son insertion dans les activités extractives, de sorte, et là, intéressant, qu'il puisse occuper, je cite, une place accrue dans la chaîne de valeur des activités qui lui sont confiées. Fin de citation de Leïla Benali. Commentaire, messieurs. Je commencerai par Alix Tiani. Oui, volontiers. Alors, il faut mettre cela dans le cadre des réformes en cours et continues des entreprises et institutions publiques. Okay. Alors, certaines d'entre elles ont un niveau d'intervention dans l'économie marocaine, je pense notamment à l'OCP, l'ONIM en fait partie, sur des secteurs où le Maroc commence à être un acteur global important. Bon, l'OCP, cela va sans dire, évidemment, on est premier mondial, mais il se trouve que l'expérience marocaine et l'expertise marocaine en matière de mines et d'énergie, on parle d'énergie renouvelable, on est quand même cité en exemple sur ce domaine-là. Sur les mines, il y a une ambition nationale et continentale qui est portée non seulement par l'ONIM et les ressources de l'ONIM, mais aussi par des acteurs de premier plan marocains qui sont actifs au niveau continental. Donc il y a une expérience marocaine qui cadre assez bien avec la nécessité, à mon sens, de moderniser l'office. Alors c'est simplement, c'est pas moderniser pour simplement moderniser, il faut savoir quand on passe en société anonyme, ça veut dire que les instances de gouvernance, ça veut dire que la transparence vis-à-vis du public et des parties prenantes, même si les capitaux restent à 100% des capitaux d'État, il y a une manière de gérer une société anonyme qui la prépare à davantage de transparence. C'est pas une privatisation ? Absolument pas. Ça peut préparer à la privatisation si l'État décide que 100% d'actionnariat... ou une partie. 100% c'est trop et qu'il pourrait avoir un intérêt stratégique et financier à ouvrir le capital. Bien sûr, tout ça est encadré. Nous avons des lois qui encadrent les privatisations. Il faut prouver absolument que ça apporte des sous à l'État, mais aussi une vision stratégique plus ambitieuse. Je voulais revenir sur l'objectif. En fait, quand vous changez pour un statut, il faut savoir que les domaines dont on parle, les hydrocarbures, les mines, l'énergie, sont des domaines très fortement capitalistiques. Or, aujourd'hui, pour avoir une ambition d'être un acteur national de premier plan, donc qui est au niveau d'être en compétition avec des acteurs internationaux qui s'intéresseraient à notre pays ou un acteur continental, il faut beaucoup de moyens financiers. Et pour que ces moyens financiers ne soient pas totalement supportés par l'État en tant que tel, une société anonyme, elle peut faire appel à des émissions obligataires, donc de la dette internationale. Aujourd'hui, il se trouve que le rating du Maroc est pratiquement le deuxième ou troisième meilleur rating de l'État africain. Ça a été prouvé encore le mois dernier par une levée exceptionnelle au niveau de l'OCP. Donc il faut savoir que c'est vraiment un moyen de passer à un autre palier de gouvernance, de transparence et de capacité financière pour aller beaucoup plus loin. Et aujourd'hui, moi je trouve que c'est le bon moment parce qu'en effet, avec l'expérience sur les énergies renouvelables, avec l'accélération de l'activité minière au Maroc qui va s'accélérer encore, parce qu'aujourd'hui on parle de terres rares, on parle de cuivre, on parle de lithium, on parle des nouveaux minerais de la nouvelle économie, notamment l'économie électrique. Je pense que c'est le moment. Je pense que ça va donner une dimension de lisibilité aussi des parties prenantes, notamment les institutions de coopération qui investissent énormément au Maroc, ce qu'on appelle les DFAs, les sociétés de financement et de coopération internationale. Ça devient un interlocuteur beaucoup plus lisible et du coup, tout ce qui est émission obligataire, tout ce qui est ambition d'aller beaucoup plus loin, et on en a besoin, parce qu'aujourd'hui, on a des ambitions, notamment dans l'énergie, très importantes. On a les prérequis pour ces ambitions ? Est-ce qu'on a les moyens de nos ambitions, notamment humains ?
Humain, je n'en doute absolument pas. Alors, nous sommes un pays qui a une production d'ingénieurs, notamment dans ces domaines-là, qui sont des domaines pas forcément très connus du grand public. La performance sur l'énergie renouvelable est importante et connue, mais dans les mines, par exemple, alors, ce sont des domaines qui sont un peu opaques, que les gens ne connaissent pas bien, mais on a une pléthore d'ingénieurs. On a absolument plus d'expatriés, comme c'était le cas, par exemple, l'OCP dans les années 50, 60 et plus tard, s'appuyait beaucoup sur de l'expertise étrangère. Bien sûr, nous avons ce sont des offices qui font appel à des intervenants étrangers et nous sommes un acteur continental, je le dis bien, donc localement, mais les ingénieurs marocains sont tout à fait au niveau. Je pense qu'au-delà des ressources humaines, c'est un point crucial que vous citez, mais au-delà des ressources humaines, on a une expérience aujourd'hui. Ce qui a été fait dans l'énergie, les mines, peut-être un peu moins aux hydrocarbures, parce qu'évidemment on est dépendant des hydrocarbures, mais mines, énergie, nous sommes un acteur tout à fait crédible et ça justifie probablement le timing de remettre cette transformation sur la table aujourd'hui. Très bien. Nous allons parler d'une autre industrie à présent. L'actualité aussi cette semaine, c'est l'inauguration du Théâtre Royal à Rabat. Très belle bâtisse. On a hâte de découvrir la programmation, ce que nous prépare le nouveau directeur de ce théâtre, c'est Brahim Zned. Mais on va parler de la culture dans notre pays, mais de l'aspect économique de la culture, si toutefois il y en a. Alors, le potentiel est là, le potentiel créatif est là, mais le défi n'est pas le potentiel des industries culturelles et créatives, mais leur bancabilité. Ça, c'est la présidente de l'Observatoire marocain de la TPME qui l'assure. Commentaire, messieurs. Hicham Saïd Alaoui. En fait, je pense qu'il faudrait à peu près le même plan volontariste que ce qui a été décrit assez brillamment par Ali, c'est-à-dire l'ONIM, rappeler que, par exemple, c'est une loi, c'est la 56-24 pour passer en SA. Rappelez aussi que c'est la fusion de beaucoup de l'injonction de beaucoup. Les mines, le BRPM, c'est 1924. 1981, c'est les hydrocarbures. Et 2005, c'était la création de l'ONIM et maintenant passage en SA. C'est exactement le même cheminement que je pense qui doit être appliqué aux industries culturelles. Parce que quelqu'un qui fait de la pub, avec quelqu'un qui fait un court-métrage, avec quelqu'un qui fait une pièce de théâtre grand public, et quelqu'un qui fait une pièce de théâtre un peu plus élitiste, type festival Sundance aux États-Unis, on ne peut pas dire que c'est la culture avec un grand C. C'est un petit peu un inventaire à l'après-vert. Donc déjà, je pense qu'il ne faut pas parler d'industrie culturelle, des industries culturelles, comme le fait Mme Amali Idrissi. Je la félicite pour la nuance. Donc déjà, il faut clarifier ce que c'est, et il faut clarifier, je pense, de manière très pragmatique. Il ne faut pas avoir peur de se regarder dans une glace. Qu'est-ce qu'on veut faire de l'industrie culturelle? Est-ce qu'on veut du grand public? Ça a toujours existé. Est-ce qu'on veut du Louis de Funès de l'époque, du Bourvil, qui remplisse des salles? Pas forcément de l'humour très fin, mais en tout cas de l'humour recherché. Est-ce qu'on veut faire du Lucchini, qui va déclamer des textes devant 300, 400 personnes? Si on parle de bancabilité pure, je pense qu'il faut un levier spécifique d'accompagnement, parce que si vous allez présenter un business plan à un banquier ou un bailleur de fonds, il va vous dire parfait, quelles sont vos rentrées d'argent, quel est votre public, quelle est votre récurrence, et ça, à l'instant T, c'est beaucoup trop fragile pour qu'on puisse se prononcer. Donc un plan comme celui de l'ONIM pour l'industrie culturelle, moi j'appelle de mes voeux. Et deuxième sujet... Pour le CCM, Zama, type. De manière globale, honnêtement, de manière globale, en incluant tous les... Vous dites en SA, qu'est-ce qu'on va transformer en SA? Peut-être le giron culturel avec un grand C, peut-être sous le contrôle du ministère de la Culture. Oui. Mais je pense que ce passage en SA... Mais il subventionne le ministère de la Culture. Oui, ce n'est pas une question de fonds forcément, c'est une question de véhicules, c'est une question de structuration, de stratégie, d'organisation. Et je pense qu'une organisation, ministère de la Culture, qui chapeauterait une SA, qui gérerait la culture, et elle, qui déploierait ses bras armés sur le terrain de manière très concrète, je pense que ça peut être une organisation intéressante à explorer. Alex Tani. Oui, alors, en effet, je pense que Khadija vous posait la bonne question dans le sens où qui dit bancabilité dit industrie autonome financièrement, qui est comme une industrie, donc en rapport avec les banques, avec les bailleurs de fonds, avec tout ce qui est prise de risque, et bien sûr les entrepreneurs. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, et pour l'avoir pratiqué pendant plusieurs années, aujourd'hui, la création artistique et culturelle dans ce pays n'est pas bancable. Elle n'est pas bancable d'abord parce qu'on a un déficit de marché structuré et de l'autre côté, on a des bailleurs de fonds, notamment les banques, qui ne savent pas valoriser l'immatériel. Et en troisième élément qui appauvrit encore plus la capacité à atteindre la bancabilité, c'est qu'on est quand même dans un contexte de mécénat et de subvention. Et les acteurs qui pourraient orienter la création, notamment audiovisuelle,
vers une industrie réelle, donc une industrie avec une viabilité économique, aujourd'hui ne sont pas prêts à valoriser correctement la propriété intellectuelle. Alors, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits depuis une quinzaine d'années maintenant par les leaders de ces industries-là sur la notion de droit d'auteur, la notion de propriété intellectuelle, mais les curseurs ne sont pas au bon endroit pour favoriser l'entreprise et l'investissement. Il devrait être pointé où? Parce que là, il nous reste très peu de temps. Quelle est l'alternative selon vous? C'est, comme disait Hicham, des mécanismes qui existent par ailleurs de financement, et de financement, pas de subvention, de mécénat, de financement, et qui sont appuyés par de la garantie d'État, parce que c'est très important de favoriser la création nationale, pour que quand vous ouvrez des plateformes de streaming, vous ayez quand même une dose assez intéressante de création nationale. Le spectacle vivant est très important. On a un appétit énorme. J'ai dirigé un festival il y a quelques années, plus de 10 ans maintenant, mais dans la région de Doukala, donc entre Jdida et Birjid et Azmour. Et on avait entre 150 000 et 250 000 personnes tous les jours. Mais c'était un festival gratuit et uniquement reposant sur du sponsoring et du mécénat. Ça n'est pas suffisant. Il faut pouvoir pousser le spectacle vivant, que ce soit les grands festivals à centaines de milliers de personnes, comme le Festival Gnawa, ou les pièces de théâtre. On a grandi avec les Badaouis, avec des compagnies de théâtre qui vivaient de leur art, mais chichement. Aujourd'hui, on est dans une économie qui devrait permettre que les industries culturelles pèsent quand même un peu plus dans l'économie. Pour vous donner une idée, en France, c'est 2,5% du PIB, c'est les ICC. Au Royaume-Uni, c'est 5%. Au Maroc, l'appétit et la créativité, parce qu'on a et l'appétit du public et la créativité, devraient permettre quand même que ça prenne sa réelle place dans l'économie marocaine. Oui. Nous allons ouvrir un chapitre totalement différent. Il nous reste très peu de temps, donc on va un peu accélérer la cadence. On va revenir sur cette photo de cette semaine, donc, qui réunit notre ministre de la Défense, Siloudi, avec à sa gauche l'ambassadeur américain au Maroc, Duke Buchan. Et c'est ce qu'il regarde là, c'est le traité d'amitié original entre les États-Unis et le Maroc. C'était aux archives nationales américaines. Et l'ambassadeur ou le représentant diplomatique américain à Rabat n'a pas caché sa fierté de voir ce document avec le ministre Lodi. Et c'est un moment incroyable de voir ce document en personne avec le ministre Lodi et sa délégation. Délégation qui s'est donc rendue aux États-Unis sur haute instruction de Sa Majesté le roi Mohammed VI pour justement non seulement visiter les archives nationales américaines, mais aussi signer des partenariats de coopération avec les Américains. Commentaire, Mohamed Zouar. C'est un joli symbole. L'ambassadeur Duke Buchan, effectivement, était devant un document qui était le premier traité d'amitié reconnaissant les États-Unis d'Amérique. Donc c'est un petit peu l'émergence de l'État des États-Unis, enfin les États-Unis tels qu'on les connaît aujourd'hui. Ça arrive aussi à un moment particulier des relations bilatérales où il y a beaucoup de choses positives qui se passent entre Washington et Rabat. D'ailleurs, on a vu, il est très actif, le nouvel ambassadeur, depuis quelques semaines, quelques mois. On l'a vu aussi au GITEX où il a été très élogieux à l'égard du Maroc. Les relations dans le domaine de la défense, là on a justement M. Loudi, dans le domaine de la défense où il y a énormément d'intrications, de partenariats qui se sont constitués ces dernières semaines, ces derniers mois. Donc on est vraiment dans une lune de miel et je pense que ce moment symbolique montre justement l'excellence des relations entre Washington et Rabat. Washington qui appuie aussi le dossier du Sahara, que ce soit avec cette position par rapport à la MINURSO. Il faut rappeler aussi que notre ministre de la Diplomatie, chef de la diplomatie, Nassel Bourita, s'est rendu au Royaume-Uni cette semaine, alors qu'il y a eu cette réunion au Conseil de sécurité sur le Sahara. Il faut attendre aussi le 30 avril pour
cette réunion du Conseil de sécurité sur l'avenir de la MINURSO. Alors oui, la MINURSO qui est débattue actuellement au niveau des Nations Unies à New York, un moment important puisque la résolution d'octobre avait justement donné ces 6 mois pour acter le sort et auditer, évaluer la MINURSO et voir ce qu'elle va devenir et peut-être un changement de statut. Et donc là, c'est un moment effectivement très important pour le Maroc et le dossier du Sahara. Alors, nous allons clôturer sur cette déclaration à 1 an des présidentielles qui reste très floue en France. Il y en a un qui retente encore une fois sa chance. Encore une fois, il s'agit de l'ancien Premier ministre français, Manuel Valls. En 2027, tout candidat républicain devra avoir pour principal adversaire l'islamisme avec comme priorité de le détruire. Et je ne peux pas me désintéresser de 2027. Je ne peux pas m'empêcher non plus de sourire, voire de... Bon, messieurs, commentaires. Pêle-mêle, je dirais déjà cette notion de candidat républicain qui me chagrine un peu parce qu'il y a tout un débat en France sur ce qui serait un parti républicain, ce qui ne serait pas un parti de l'arc républicain. Il faudrait qu'on m'explique ce que c'est. Alors, soit un parti est légalement constitué, et auquel cas c'est un parti, mais m'expliquer que d'aucuns auraient le monopole d'un parti républicain. Donc, cette précision me chagrine personnellement. Premier sujet. Deuxième sujet. Monsieur Valls, qui a été député, ou en tout cas conseiller municipal à Barcelone, parce qu'il est natif de Barcelone, je pense qu'il a été naturalisé vers 18 ans en Espagne. Après avoir été Premier ministre. Premier ministre, il faut le rappeler aussi en France. Donc oui. il était député ou conseiller municipal pendant 2 ans à Barcelone. Revenir pour essayer de tenter l'aventure, je trouve ça très intéressant. Ça doit être ça la grande Europe, certainement. Barcelone, un peu Paris, etc. De l'autre côté, ce qui me chagrine également, c'est que cet amalgame, je pense y voir un certain amalgame, parce que je ne peux pas m'empêcher de penser à sa déclaration quand il était maire d'Evry. Il avait une cravate, un micro-cravate qu'il avait oublié, il disait « j'ai envie de voir quelques whites, quelques blancos ». Peut-être qu'il y a des amalgames qui, moi, me chagrinent, mais de l'autre côté, n'oublions pas que ça a été le Premier ministre, quand il y a eu le Bataclan, Charlie Hebdo, etc., il l'a vécu dans sa chair. Comme nous, Marocains, le 16 mai 2003, on a vécu dans notre chair les affres de l'islamisme, et bien entendu, je ne peux qu'aller dans son sens, l'islamisme, bien entendu, non. Mais s'il pense à quelque chose d'autre derrière l'islamisme, là, bien entendu, non dans ma bouche. Il ne faudrait juste pas faire d'amalgame entre deux concepts qui n'ont rien à voir, l'islamisme d'un côté et l'islam de l'autre. On a compris. Mohamed Zouak, en un mot. Il se prend pour un phénix, c'est-à-dire renaître de ses cendres. Le problème, c'est qu'à chaque fois, il a échoué, que ce soit à Barcelone, que ce soit pour la circonscription des Français de l'étranger. C'était en 2022, je crois. Il a perdu. En fait, dans cette déclaration, il y a ce qu'on appelle un effet de cadrage. C'est-à-dire déjà, sur le candidat républicain, donc en gros, il y a des candidats qui ne sont pas républicains, mais surtout, sur tout de suite déterminer quels seront les thèmes de campagne. Comme si c'était la priorité pour les Français, l'islamisme. C'est le débat présidentiel doit tourner autour de l'islamisme. On sent qu'il y a aussi beaucoup d'idéologie, une volonté d'exclure les questions qui touchent au quotidien des Français et insister, ce que font déjà la plupart des partis, sur l'islamisme, la place de l'islam en France. Qui vous donnez peut-être favori pour 2027, Alik Tchani? On finit sur un mot. Alors c'est un peu tôt, parce qu'évidemment l'élection est l'année prochaine. Moi, oui. Je pense qu'il faut tourner les yeux vers des candidats qui peuvent être rassembleurs, ni de droite ni de gauche. Je pense à des gens comme Cazeneuve ou ancien Premier ministre. Premier ministre, voilà, ou Édouard Philippe. Mais il faut des gens de consensus. Je ne pense pas qu'on basculera, contrairement à ce que disent beaucoup de gens, vers l'extrême droite en France. En dépit de tous les amalgames et de toutes les tentatives de la droite anciennement modérée, je ne pense pas qu'ils vont réussir à faire basculer tout le monde. On a d'autres pronostics un peu avant 2027 chez nous au Maroc, c'est les élections législatives qui arrivent en fin septembre. Et là, vraiment, c'est le flou aussi. On ne sait pas qui va prendre le lead, mais on va certainement suivre. Merci encore une fois, messieurs. Merci à Alik Tchani. C'était un grand plaisir. Merci. Oui, largement partagé. Merci, Mohamed Zouak. Le plaisir était pour moi. Merci, Hicham Ben Saïd Alaoui. Merci, ravi. Et puis, je vous souhaite bien sûr, ainsi qu'à nos téléspectateurs, un très bon week-end. Et merci de nous avoir suivis. Excellente soirée, excellent week-end à vous toutes et tous. Prenez bien soin de vous.